Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Elisabeth Martichoux. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je disais président du groupe LR au Sénat et également président du mouvement Force républicaine. Vous avez en cela succédé à François Fillon. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais d'abord, si vous me permettez, cette accusation de régime autoritaire qui aurait été instauré par Emmanuel Macron en France. Accusation martelée depuis des semaines par Jean-Luc Mélenchon, plus récemment par Ségolène Royal et c'est nouveau par Marine Le Pen hier soir sur LCI. Écoutez. Oui, c'est un régime qui, aujourd'hui, utilise des moyens qui sont autoritaires. Et c'est même, je vais vous dire, un gouvernement, je crois, qui peut accumuler le plus grand nombre de reculs en matière de liberté individuelle et en matière de grande liberté publique. À la question « Est-ce un régime autoritaire ?», elle répondait oui au micro de David Pujadas hier soir. Bruno Retailleau, est-ce que vous reprendriez à votre compte cet argument ? Non, je ne le reprendrai pas parce que je le trouve excessif et pourtant je ne suis pas quelqu'un qui ménage parfois mes critiques vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Je pense que la nature, notamment de la gouvernance d'Emmanuel Macron, c'est une nature profondément égocentrique. La verticalité macronienne, c'est quoi ? C'est un homme seul finalement. Et c'est peut-être ce qui donne cette apparence d'autoritarisme. Il y a une autorité verticale qu'on peut confondre effectivement avec l'autoritarisme. Mais souvenez-vous, En Marche, c'est EM, ce sont finalement les initiales d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est à lui-même son propre projet politique. Et je trouve que concernant les libertés individuelles, il y a eu des lois préoccupantes. Je me suis opposé, par exemple, à la loi fake news. Je me suis opposé aussi, le Sénat, et y compris d'ailleurs pratiquement sur tous les groupes, sur tous les bancs, à la fameuse loi Avia qui voulait privatiser la censure. Avia, la parlementaire on voulait donner aux multinationales le pouvoir de censurer. Alors qu'on veut réguler les multinationales, les GAFAM, les Google, etc. Et on leur donnait le pouvoir de régulation suprême sur notre bien le plus précieux, qui est la liberté d'expression. Ça n'en fait pas Donc pour oui, autant, il y a eu des reculs. Ça n'en fait pas pour autant un régime autoritaire, dites-vous. Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que vous voyez là une forme aussi de relativisme dans le débat public ? Ces accusations, ces invectives et même ces violences physiques aussi qu'a dénoncé hier Édouard Philippe assez solennellement, assez fermement hier à l'Assemblée à l'occasion des questions au gouvernement. Voilà, ce climat qui fait qu'effectivement, vous dites, il y a des formules qui sont excessives, des accusations excessives et des menaces physiques aussi qui sont banalisées. Ah non, mais les menaces physiques, on doit les condamner fermement. Est-ce que vous le faites suffisamment, vous, quand elles frappent les parlementaires En Marche bien sûr, bien sûr. On vous a entendu oui, franchement, y compris par tweet, je l'ai toujours fait. Ce que je veux dire par là, c'est que le climat est malsain. Le climat est malsain, c'est un climat d'insécurité, et je pense qu'Emmanuel Macron en est pour partie responsable. Insécurité. Je m'explique. Insécurité, je vais m'expliquer. Il est responsable de ce climat dans la mesure où il divise. On parlera tout à l'heure de l'Algérie. Mais je trouve que depuis 2 ans et demi, Emmanuel Macron a eu besoin de bouc émissaire. Il a eu des phrases parfois malheureuses. Les gens qui ne sont rien, ceux qui réussissent. Et il a eu besoin de bouc émissaire. C'était les retraités, c'était les élus, etc. Et ça, je pense que les Français le ressentent. Il est anxiogène parce que le « en même temps » est anxiogène. Et cela place les Français dans un climat d'insécurité. Insécurité physique. Regardez les derniers chiffres de la délinquance. Les homicides, plus 8,5%, les viols, plus 19%, les escroqueries, etc. Insécurité culturelle, on y reviendra aussi. Il n'y a pas une vraie lutte contre l'islamisme en France. Je pense qu'on est en train de perdre la bataille. Et insécurité économique, alors que les chiffres du chômage qui ont été publiés vendredi dernier sont bons. Il faut s'en réjouir. Je pense qu'il faut s'en réjouir. Mais derrière cette joie qu'on peut avoir à cette baisse, qui malheureusement est trop faible, il faut comparer la France aux autres grandes économies occidentales et surtout européennes. Et quand on se compare, on se désole, puisque l'Allemagne, c'est un peu plus de 3%. En clair, le taux de chômage de masse en France est plus du double de ce qu'il est ailleurs dans les grandes économies. Donc il faut s'en réjouir, mais comparables. Immédiatement dans la foulée, le relativiser. Bien sûr, on le relativise. Oui. De même que ce que je relativise, c'est que si la croissance aujourd'hui est plus porteur en emploi, c'est parce qu'on a moins de productivité, parce qu'il y a une désindustrialisation et il y a des emplois dans les services qui sont moins bien payés, qui sont moins productifs. En clair, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un mal-être des classes moyennes, parce qu'on a remplacé des salaires dans l'industrie à 40 000 euros
à 45 000 euros par des salaires, notamment services à la personne, à 20-25 000 euros. Voilà. Et ça crée des frustrations. Vous parlez d'une forme de précarité, de précarisation. Je parle de cette polarisation en France, beaucoup plus qu'ailleurs, du marché du travail, où vous avez un marché pour les très qualifiés, qui gagnent cher, bien sûr, et qui gagnent bien leur vie, et un marché pour les moins qualifiés. D'où l'enjeu de la formation professionnelle. Exactement. Vous avez dit que c'est un climat... De l'apprentissage aussi. Vous avez dit que c'est un climat malsain. Et vous avez immédiatement ciblé Emmanuel Macron. Il est le seul comptable de ceci, de ce climat. Vous pensez que c'est le seul responsable dans ce qu'on voit, dans la radicalité des oppositions? C'est lui le responsable. J'essaie de ne pas être simpliste. J'observe aussi, y compris, puisque j'étais en train de faire une comparaison sur le chômage, je sais que dans les grandes démocraties occidentales, elles sont toutes taraudées par des questions existentielles. Et c'est vrai, parfois, de la violence. Simplement, il est le chef de l'État. Et regardez la réforme des retraites, qui est l'exemple de ce qu'on ne devrait jamais faire en tant que réforme. Pourquoi ? Et pourquoi est-ce que la réforme des retraites est en train d'hystériser les Français ? Parce que quand on fait une réforme, il faut que ce que l'on dit avant, pendant une campagne présidentielle, soit ensuite aligné par les faits. Et malheureusement, ça n'est pas le cas. Quelques exemples. Emmanuel Macron avait dit, écoutez, je ne toucherai pas aux 62 ans, et il propose l'âge pivot. Il y a une contradiction. Oui. Il avait dit, je ne toucherai pas au pouvoir d'achat. Vous pourriez vous en réjouir. Bien sûr. Simplement, ce que j'avais fait d'ailleurs... C'est un peu contradictoire. Vous dites il faut qu'on travaille plus longtemps, et quand finalement le projet de loi, effectivement, laisse entendre travailler plus longtemps, vous dites... Écoutez-moi bien. Oui. Ce que je dis, c'est qu'il ne doit pas y avoir une contradiction entre l'avant et l'après. Nous avons toujours été clairs et nous avons fait cette réforme. On ne peut pas évoluer. Mais si, mais on a toujours été clair, il faut travailler plus. Simplement, lui a dit l'inverse. De même qu'il a dit l'inverse sur les complémentaires. Avec le débat avec Mme Le Pen, revisionnez-les. On va être très précis. Il a dit « je ne toucherai pas à l'âge légal ». Ça ne voulait pas dire que par le biais, par exemple, la durée des cotisations, etc., il n'a pas dit « il ne faudra jamais travailler plus longtemps ». C'était très clair. Il a les 62 ans. Il a dit... Non, écoutez, je l'ai d'ailleurs dans un débat interrogé sur ce sujet-là. Voilà. Les choses étaient très très claires. Elles étaient très claires aussi. Il avait dit, je ne toucherai pas au pouvoir d'achat. La première chose qu'il a fait, il a désindexé les retraites. Il avait dit, dans le débat avec Mme Le Pen, vous pourrez revisionner, on ne touchera pas, on préservera les complémentaires. Et là, il touche aux complémentaires. Donc les Français ne peuvent pas comprendre lorsqu'il y a un langage de l'avant et un langage de l'après. C'est ça qui hystérise, dites-vous. Est-ce qu'il y a un passage en force à l'Assemblée, vraiment ? Bien sûr. Bien sûr. Un passage en force. Vous disiez les propos sont excessifs. Bien sûr. Un passage en force, bien mais sûr. Il respecte. C'est pas ça un passage en force à proprement parler. Il respecte un calendrier parlementaire. Non, mais attendez. Non. Vous avez une réforme et vous savez qu'au Sénat, j'étais en conférence des présidents qu'avait réuni Gérard Larcher hier. Pratiquement les groupes ont voté à la quasi-unanimité. Il y a 2 groupes, mais ils se sont abstenus. Les Indépendants et puis le groupe En Marche, pour qu'on demande au président de la République, au gouvernement, d'avoir 2 lectures dans chaque assemblée. Pourquoi ? Le Conseil d'État, je n'ai jamais vu d'avis aussi rude du Conseil d'État sur la réforme des retraites. Il nous dit, voilà, l'étude d'impact, elle est lacunaire, elle est insuffisante. Il y a une insécurité juridique. On n'y voit pas. C'est inintelligible, c'est illisible. Et donc, pour qu'on puisse améliorer, on bouge un système qui est là depuis 1945, qui concerne chaque Français. Il faut quand même que le Parlement, et notamment les députés, vous imaginez les députés ? Ils vont travailler dans quelques jours sur un texte dont ils ne savent pas comment il va être financé, puisque la conférence de financement va se dérouler en parallèle. Pourquoi est-ce qu'en France, c'est aussi urgent ? On modifie encore une fois le pacte social. Vous n'avez jamais à droite recouru à une procédure accélérée, donc on rappelle c'est une seule lecture au lieu de 2. Bien sûr. Pour une réforme des retraites, jamais. Mais la seule différence, Elisabeth Martichoux, c'est que les réformes que nous avons faites, et heureusement que nous les avons faites, je vous rappelle que si nous ne les avions pas faites, le régime actuel se trouverait en déficit de 40, la procédure. C'est 40 milliards qui manqueraient. La procédure... la plupart du temps, d'ailleurs, ce n'est pas en accéléré, sauf que c'était des réformes paramétriques. On ne changeait pas le système. On s'appuyait sur un système existant et on changeait les paramètres, c'est-à-dire soit la durée de cotisation, plus souvent d'ailleurs le recul de l'âge légal de départ. Ça n'a rien à voir. Votre contestation, Sénat Bruno Retailleau, c'est un baroud d'honneur. Ce que vous n'avez pas pu obtenir... Vous n'avez pas beaucoup manifesté, on ne vous a pas beaucoup vu dans les défilés. Mais ce que la rue n'a pas obtenu, vous espérez que le Parlement l'obtienne, c'est-à-dire que le gouvernement cale ? Ce que je veux dire, c'est que je parlais d'hystérisation. Ce que le gouvernement doit comprendre, c'est que quand il n'y a pas de débouché politique, quand il y a
une question, une interrogation sur la qualité de travail du Parlement. Mais alors, c'est la rue qui prend le pouvoir. Si on veut en France une démocratie apaisée, alors il nous faut des procédures, alors il nous faut débattre. Vous savez, la démocratie, c'est le règlement pacifique des différends, pas dans la rue. Donc il encourage une forme de violence, en tout cas de chaos dans la rue, si au Parlement, il ne donne pas plus le temps aux parlementaires d'étudier le texte. C'est ça ce qui attend Emmanuel Macron. C'est une évidence que lorsqu'on donne aux oppositions, le temps au Parlement. Nous sommes dans une démocratie parlementaire, oui ou non. On ne peut pas amputer un débat sur quelque chose qui est aussi important. On va remettre en cause notre pacte social. Qu'est-ce qui menace la France alors, si jamais il ne touche pas au calendrier parlementaire? Qu'est-ce qui menace la France? Le texte sera voté avant l'été et le gouvernement aura gagné la partie. Non, il n'aurait pas gagné. L'important, ce n'est pas que le gouvernement gagne la partie ou pas. L'important, c'est qu'on fasse une bonne réforme. Écoutez, la réforme, elle est mauvaise. Elle est très mauvaise. On a dit qu'elle était universelle. C'est faux. Le Conseil d'État en atteste. La seule universalité, je vais vous dire, elle est universelle dans son rejet, qui est universel. Et malheureusement, elle ne l'est pas. Il a une majorité, Emmanuel Macron. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Bien sûr. C'est la démocratie. Bien sûr. Je pense que... elle n'est pas... mais je vous dis que cette majorité-là, bien sûr, mais dans une chambre, le travail parlementaire, c'est un travail de nuance. On essaie de poser un regard, on essaie de confronter ces arguments. Et croyez-moi, il y en a tellement d'arguments que on peut pas... Une démocratie, ça ne peut pas être seulement un mécanisme automatique, opposition et minorité. Il doit y avoir un débat. Et on doit s'enrichir avec des arguments échangés. Et croyez-moi, il y en a des arguments. On est en train... Je vais vous donner un exemple. On se plaint... Vous savez que je pense que la crise des Gilets jaunes, c'est aussi le problème d'une société bloquée, l'ascenseur social qui est bloqué aujourd'hui. Eh bien, la réforme des retraites, ça va bloquer un peu plus l'ascenseur social. Pourquoi donc? Parce que jusqu'à présent, vous prenez dans le privé les 25 meilleures années. Donc quand vous avez une carrière ascendante, vous partez de bas, et puis vous vous élevez, vous allez prendre justement la meilleure partie de la carrière. Là, ça sera l'ensemble de la carrière. On verra plus cette ascendance. Donc les têtes d'œufs, ceux qui sont sortis des grandes écoles, et ce point de départ aujourd'hui dans la vie détermine toute une carrière professionnelle. Eux seront avantagés. Et vous savez, les carrières hachées aussi, les carrières hachées par rapport à aujourd'hui, par exemple, les femmes qui sont à temps partiel et dont le peu de travail n'est pas pris en compte parce que le calcul ne le permet pas, chaque heure travaillée comptera. Donc ça, c'est un avantage pour elles. Mais je pourrais vous dire. Et par ailleurs, juste. Donc vous êtes d'accord avec ça? Non, on parlait d'universalité. C'est la première réforme qui crée un régime spécial pour les riches. Première réforme qui crée... C'est une réforme qui crée... un régime spécial pour les riches. Bien sûr, bien sûr. Comment peut-on, à partir de 120 000 euros, créer un régime de retraite où, à partir du moment où vous toucherez à peu près 10 000 euros brut par mois, vous ne cotiserez que 2,81%, plutôt que de cotiser 28,12%. Ça veut dire... Mais le cadre ne cotisera pas pour lui-même. Ça va directement à la solidarité. Non, vous n'avez que 2,8% qui va à la solidarité. Aujourd'hui, vous avez près de 10% qui va à la solidarité. Jusqu'à 300 000 euros. C'est un manque à gagner pour les... De 67 milliards sur l'Agirc Arco. Vous vous rendez compte? Je veux le dire aux Français, ça n'est pas raisonnable. Et c'est ce qui hystérise le débat public. C'est la seule réforme des retraites qui créent un régime spécial pour les riches. C'est ce que vous nous dites ce matin. Je le dis, je l'atteste et je suis prêt à le démontrer, point par point. Vous demandez à débattre avec le Premier ministre? Je veux bien sur ce point-là et sur d'autres points débattre avec lui, mais je veux que le Premier ministre laisse débattre le Parlement, le Sénat et puis l'Assemblée nationale. Je veux que le gouvernement, parce que c'est une réforme fondamentale pour chaque Français, pour aujourd'hui, pour demain, laisse du temps au Parlement pour parfaire cette réforme, qui est très imparfaite. Brièvement, si possible, Bruno Retailleau, pourquoi dites-vous que Emmanuel Macron met en péril notre unité? Tout simplement par les déclarations qu'il a faites, notamment sur l'Algérie, avec cette comparaison hasardeuse. Quelle est la phrase exacte? La phrase exacte, c'est la guerre d'Algérie a à peu près le même statut que la Shoah pour Jacques Chirac. Non. C'est pas la phrase exacte. Et il a établi un parallèle. Il a établi, oui ou non, un parallèle. Il ne les a pas comparés, il les a... Dans le statut. Alors, on va rappeler... Dans le statut. Dans le statut de travail
mémoriel. Je ne sais pas si tout le monde peut nous les suivre, Français, mais attendez, Emmanuel Macron, dans une interview à Radio J, a effectué un rapprochement en termes de travail mémoriel. Et je sais que vous êtes honnête intellectuellement. Oui, et je peux vous parler de Paul Ricoeur. Je pense qu'il a une mauvaise lecture de Paul Ricoeur. On va y revenir. Simplement, vous ne pouvez pas, quand vous êtes président de la République, établir ce type de parallèle, y compris dans l'ordre mémoriel. Le travail mémoriel. Mais y compris dans le travail mémoriel. Je pense que c'est une triple faute. Je vais vous dire pourquoi. Première faute vis-à-vis de nos soldats français morts en Algérie. Première faute vis-à-vis d'eux. Deuxième faute vis-à-vis notamment des jeunes dans nos quartiers qui ont de la peine à rentrer dans notre projet national. Si vous dites que la France est coupable de tout, y compris de crimes contre l'humanité, comment voulez-vous... Ça suffit. Ça suffit, exactement. Puisque Emmanuel Macron, troisième effectivement, chose, vis-à-vis de l'Algérie. Je dis ça pour ceux qui nous entendent. Oui. Il s'est interrogé, effectivement, à haute voix, sur la façon dont lui, président de la République, pourrait travailler en termes de mémoire, de travail de mémoire sur la guerre d'Algérie. Personne ne lui demande. Comme Jacques Chirac l'avait fait sur la Shoah et la France est un de pays l'État divisé. Pitié pour la France. La France est un pays divisé et il est en train de gratter les plaies mémorielles. Donc, troisième faute. Troisième faute. Non, on peut y toucher, mais certainement pas en établissement des parallèles et des amalgames aussi hasardeux. Troisième faute. L'Algérie. L'Algérie prospère. Le FLN a pillé par la corruption son pays avec le prétexte de la colonisation française. Eh bien, vous renforcez ce type de régime en disant, voilà, les crimes contre l'humanité. C'est une triple faute. Bon, on ne peut pas travailler donc sur la guerre d'Algérie aujourd'hui. Je pense qu'il faut laisser... La repentance, ça suffit. Je demande à Emmanuel Macron de laisser les historiens travailler sur l'histoire et travailler sur la mémoire. On ne peut pas... Il a cité Elisabeth Martichoux, il a cité Paul Ricoeur. Je connais très bien cet ouvrage, que les spécialistes appellent MHO, Mémoire, Histoire, Oubli. Ouais. Paul Ricoeur parle justement des pathologies de la mémoire. Quelle est la pathologie française de la mémoire? C'est cette repentance perpétuelle. D'un côté, on est le pays où on a le plus de fêtes mémorielles. On a compris. Et ensuite, on a une vision lacrymale et pénitentielle de notre histoire. Et cette vision nous enferme dans un pessimisme, nous enferme dans la haine de nous-mêmes, la haine de soi. Ne culpabilisez pas les Français, et surtout ne pas sur la divisez guerre. Pas les Français. Est-ce que la France a besoin d'être divisée avec ce genre de phrases et non, on a bien compris. Approximatives. Deux questions, très brèves, pardon. Jordan Bardella, numéro 2 du Rassemblement National, a dit récemment: il n'est pas de France, Emmanuel Macron. Je ne comprends pas cette phrase. D'accord. On peut dire qu'Emmanuel Macron n'a pas fait un parcours, par exemple, d'élu territorial qui l'aurait amené précisément à connaître en profondeur les territoires de France. Il a un vrai problème, d'ailleurs, avec la décentralisation. Ça participe justement de son parisianisme, de la verticalité. Bon, il y a des territoires en France qui sont très, très divers. Mais cette phrase-là, une fois de plus, elle est profondément excessive. François Fillon va venir s'expliquer à la télévision quelques semaines avant son procès. Il n'aurait pas dû réserver ses explications au juge, précisément. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Mais parce que le tribunal de l'opinion, le tribunal médiatique, l'a déjà quasiment jugé pendant l'élection présidentielle. Il va y avoir le temps de la justice. Le temps de la justice doit être un temps de la sérénité, un temps de la nuance, où on va apporter des éléments à charge et à décharge. Très bien. Mais je pense qu'il a à cœur de s'expliquer directement devant les Français, dans la mesure où un procès a été instruit contre lui pendant la campagne. C'est une question d'honneur ? Sans doute. Alors vous savez que je n'aime pas parler pour lui-même, donc je vais le laisser s'exprimer demain. Mais je pense en tout cas, j'en suis sûr, qu'il a à cœur de dire sa propre vérité aux Français. Je le connais, c'est pas seulement un ami, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Il a une vision, je sais qu'il aime la France. Voilà. Maintenant, il y a une procédure. C'est une démarche personnelle, c'est pas une démarche politique. Attends, alors, non, très franchement, certains envoient souvent des cartes postales. Croyez-moi, François Fillon, c'est terminé. La vie politique, pour lui, il ne reviendra pas, il n'entend pas, par cette émission, adresser aux Français une carte postale. Alors que vous vous préparez à toute éventualité d'ici à 2022. Merci Bruno Retailleau d'avoir été ce matin sur LCI. On aura l'occasion d'en reparler. Bonne journée.